Alors, j'ai une double mission, c'est d'être provoquant. Et puis, j'ai beaucoup entendu parler de la formation des enseignants. Donc, ce matin, j'avais une certaine angoisse puisque je représente dans ce panel la question de la formation des enseignants. Mais avant de rentrer sur le sujet de la formation des enseignants, je voulais souligner par rapport à l'intervention de Kate et de Florence l'importance des associations et de la vie communautaire. J'ai été beaucoup au Canada puisque je suis co-directeur d'un laboratoire créé entre la Suisse et le Québec. Et partout où j'ai vu de l'inclusion au Canada, en sachant que c'est un processus, c'est jamais une réalité qu'on peut mesurer sur place, chaque fois j'ai été impressionné. Je pense par exemple aussi au Nouveau-Brunswick, avec l'association pour le Nouveau-Brunswick pour l'inclusion communautaire. Et il n'y a pas d'inclusion scolaire s'il n'y a pas d'inclusion communautaire. Et je pense que pour faire le lien avec la formation des enseignants, de mettre le poids uniquement sur l'école et sur les enseignants, c'est faire porter en fait à quelques partenaires toute la responsabilité, grosso modo, ce que la société n'arrive pas à faire, tiens, si l'école le faisait. On a la même chose par rapport aussi à l'Organisation mondiale de la santé. On a plein d'injonctions par rapport à la santé. On se retrouve en fait avec des programmes scolaires, avec des injonctions sur le développement durable, sur la santé, etc. On se dit, tiens, si la société le faisait avant de le demander aux enfants. Donc je pense qu'il y a vraiment cette réflexion-là à mettre en place par rapport à la communauté. Melensko disait hier, on a besoin de clarté. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'est resté de plusieurs de ses interventions. Je ne vais pas détailler ça. Je trouve assez amusant, c'est dans un texte de l'UNESCO d'avoir des smileys puis des contents, pas contents. Mais disons que ce que je retiens ici, c'est que l'inclusion, ce n'est pas de réformer l'éducation spéciale uniquement. Et ça, ce sera peut-être aussi le fil rouge de ma présentation. C'est aussi la question qui se pose à la formation. Former les enseignants à la diversité de tous les élèves pour que l'éducation pour tous ne soit pas l'inclusion de certains. J'étais un peu surpris du titre, hein, école inclusive, l'inclusion des élèves en situation de handicap. Moi, je parlerais plutôt en fait de la place des élèves en situation de handicap dans l'école inclusive pour tous. C'est en tout cas ma conception des choses et ce que j'essaye de faire passer en formation. C'est pas facile, vous verrez pourquoi. Donc ça veut dire qu'on réforme le système de son ensemble et pas uniquement par rapport à cette question-là. On est en fait au niveau micro, au niveau méso, macro, exo, etc., tout ce qu'on voudrait par rapport à ces questions-là. Donc si l'UNESCO recommande d'élargir la question de l'éducation inclusive à l'ensemble du système éducatif et à tous les élèves, c'est aussi valable pour la formation des enseignantes et des enseignants. Alors un petit truc par rapport à la Suisse, je t'amuse. Vous avez vu, en fait, ma plaquette a disparu, elle est revenue. Avant, c'était écrit France. Voilà, donc voilà, je m'amusais à faire un petit lien avec ma présentation. Donc je suis bien de Suisse. La Suisse, c'est 26 cantons, 26 systèmes éducatifs. On a vu dans plusieurs des présentations qu'on est beaucoup dans des systèmes d'États fédéraux. Eh bien, la Suisse n'y échappe pas, sauf qu'on a une particularité. Non seulement il y a 26 cantons tout petits, mais il y a 26 ministres de l'Éducation nationale qui discutent chaque État et sa politique, et en plus dans 4 langues nationales. Donc parler en Suisse, c'est assez drôle, puisqu'on commence une conversation en français, on la poursuit en allemand, on la finit en italien, puis si on ne se comprend pas, alors on choisit l'anglais. Donc, donc cette diversité, elle est au centre de la Suisse, et j'aime beaucoup cet article de la Constitution fédérale. Le peuple et les cantons suisses, déterminés à vivre ensemble leur diversité dans le respect de l'autre et l'équité. Et contrairement à la France, nous, on n'a pas l'égalité dans la Constitution, on a l'équité, ce qui change beaucoup la donne, parce qu'il y a des petits cantons, des grands cantons, et s'il y avait l'égalité, il n'y aurait que les grands cantons qui auraient leur mot à dire. Sachant que seul est libre qui use de sa liberté, et là c'est la notion de citoyenneté au centre même de la réflexion inclusive, et que la force de la communauté se mesure au bien-être du faible de ses membres. Et moi, ce que je vise au niveau avec mes étudiants dans la formation, c'est de dire, prenez le plus faible des membres de votre classe. Ça vous donnera l'indicateur le plus précis du bien-être de votre classe. Et je pense que si on réfléchissait au système éducatif en se posant ça d'abord comme premier indicateur, quel est le plus faible membre de notre communauté, et à partir de là, on essaie de voir si on a atteint l'objectif du bien-être de la communauté. 4 langues nationales, vous voyez comment c'est réparti. Donc le français n'est pas majoritaire, c'est l'allemand qui est majoritaire. Et puis, ce qui fait dire à l'artiste suisse Ben, la Suisse n'existe pas, raison pour laquelle on m'avait d'abord mis en France, parce que je pense que les gens ont dû voir le PowerPoint et se dire, bah, tiens, la Suisse n'existant pas, allez, on l'accueille en soyant inclusif, qui viennent en France. Voilà, donc en fait, maintenant c'est bien, on m'a quand même rétabli la vérité, je suis suisse, mais je suis surtout vaudois. Je viens du canton de Vaud.
La capitale de Lausanne, c'est un petit canton, 755 000 habitants, même si c'est un des plus grands cantons de Suisse. Euh, il y a une loi, la loi sur l'enseignement obligatoire, qui dit que les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves. Alors, on n'a pas tellement défini, ça voulait dire différencier. La plupart du temps, pour différencier, c'est individualiser, alors que différencier, c'est vraiment travailler en amont, dans une logique de design universel, sur l'accessibilité, l'accessibilisation, pour aussi dire, des pratiques, puisque c'est tout un processus comme l'inclusion. Mais la loi dit aussi que cette attention particulière, elle n'est pas apportée uniquement aux élèves en situation de handicap, mais aussi aux élèves à besoins socio-éducatifs. Les statistiques montrent que parmi les élèves à besoins particuliers, ce sont ceux qui ont le plus de risques d'être exclus de la classe. Et puis, les élèves issus de la migration, vous verrez que c'est une préoccupation que à peu près tous les systèmes éducatifs, et la Suisse n'y échappe pas, portent. Mais ces changements législatifs, en mettant l'accent surtout sur la dernière catégorie, des élèves en situation de handicap, provoquent un débat au niveau des enseignants qui est passionné. Ça, c'est le débat qu'il y a eu en 2012, c'est pas si loin que ça, au niveau des assises des syndicats. Il y a plusieurs membres des syndicats dans la salle. Et bien, nous, nos syndicats, ont organisé en fait une journée qui s'appelait École pour tout ou École pour tous. Donc ça montre bien que le défi est relevé, et vous voyez le prix de l'intégration, parce qu'en Suisse, on ne parle pas d'inclusion. On aime bien en fait utiliser les termes exacts. Donc du moment que l'inclusion, on ne la vit pas en classe, alors on appelle ça intégration. Ce qui n'empêche pas beaucoup d'établissements que j'accompagne, j'en accompagne une 14 établissements, d'avoir des visées inclusives. Donc je veux dire, on est dans des processus d'intégration dans une visée inclusive. Et puis, on pourrait dire que c'est un horizon. L'inclusion, c'est un peu dangereux parce que l'horizon, c'est l'inimaginaire qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Mais à quoi ça sert de marcher, disait Galeano? À quoi ça sert l'horizon? Ça sert justement à ça, à avancer. Donc pour moi, l'inclusion me permet d'avancer. On voit chez nous que la diversité, la pédagogie spécialisée sont souvent liées. Alors je vais vous présenter 3 statistiques. La première, en fait, c'est les élèves de la scolarité obligatoire selon leur nationalité. Est-ce qu'ils ont un passeport suisse ou une carte d'identité suisse? Est-ce qu'ils ne l'ont pas? On voit qu'il y a 33% des élèves en Suisse qui n'ont pas la nationalité suisse. Ensuite, on regarde, deuxième focus, on voit que sur les 4,3% d'élèves qui relèvent de la pédagogie spécialisée, à savoir des élèves qui bénéficient d'une prestation d'enseignement spécialisé, on verra, peut-être un commentaire par rapport à ça, seuls 0,9% de ces élèves-là sont en classe ordinaire, les autres sont tous dans des classes spéciales ou des institutions spécialisées. Alors, on aime bien repérer les choses et appeler les choses, en n'oubliant pas qu'on fabrique les montres, mais du coup, pour nous, une Ulysse, une CLIS, etc., enfin les Ulysses ont remplacé les CLIS, si j'ai bien compris, eh bien pour nous, c'est des institutions, c'est des structures spécialisées, c'est pas la classe ordinaire. Être intégré dans une école, dans une classe spéciale, ce n'est pas être intégré dans une classe ordinaire. Par contre, ces chiffres, on pourrait se dire, alors, il y a peu d'élèves en Suisse qui relèvent de la pédagogie spécialisée. C'est parce qu'avec des tours de passe-passe, on arrive, par exemple, un jour à fermer toutes les classes de langage qui accueillent les enfants dyslexiques, et puis de dire, du jour au lendemain, c'est des élèves comme les autres, youpi, ils sont inclus. Eh bien non, en fait, ils sont dans les classes ordinaires, mais les services qu'ils avaient avant, ils ne les ont plus. Donc faisons attention parce que la visée inclusive appliquée d'un point de vue purement formel pourrait faire disparaître la prise en compte des besoins particuliers et très particuliers de certains élèves. Et puis si on regarde, toujours dernière proposition, si on regarde en fait la répartition des élèves selon en fait leur nationalité, on se rend compte qu'il y a 2,2 fois plus d'élèves avec nationalité étrangère dans les classes spéciales que suisses. Et ça fait vraiment penser à ce que disait aussi Melensko hier. Eh bien, à un moment donné, la difficulté, elle est par rapport à certaines catégories de population, mais en plus, quand on va utiliser la séparation comme mode de scolarisation, ben tiens, on a 2,2 fois plus de risques d'être dans une classe spéciale selon votre nationalité. Donc la diversité qu'on rencontre, et là, on va arriver tout de suite à la formation des enseignants, les enseignants, ils rencontrent d'abord une diversité socio-culturelle dans leur classe. D'abord, c'est la première. Et puis, cette diversité, elle est source d'inégalité en matière d'intégration. Et parler, en fait, d'inclusion, c'est lutter contre l'exclusion. Il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas construire un monde de bisounours, de calinours, où tout le monde s'aimerait. C'est vraiment un combat. Donc, faire passer cette notion de combat auprès des enseignants, ce n'est pas évident. Combien me reste là ? 10 minutes, c'est parfait.
J'ai mené une étude auprès d'étudiantes et d'étudiants se destinant à l'enseignement primaire de 4 à 12 ans. Et puis, puisque nos lois, nos textes légaux parlaient en fait de situations de handicap, de besoins éducatifs particuliers, que je m'intéresse particulièrement aux questions des représentations sociales, je leur ai posé la question, puisqu'on vous en parle, quelle situation de handicap ou de besoins éducatifs particuliers, en prenant vraiment exprès large, vous attendez-vous à rencontrer dans votre future pratique? On leur a posé la question au début de leur formation. Et puis, on se rend compte, évidemment, que ce qui ressort en premier, c'est surdité, déficience intellectuelle, handicap moteur, cécité, tiens, dyslexie, dysorthographie et autisme. C'est les catégories qui ressortent le plus. Ce qui est assez surprenant, mais pas tant que ça, ils ne sont pas encore enseignants, ils viennent juste d'arriver. Donc, évidemment, c'est ce qu'ils entendent parler, etc. Je me disais, en fin de formation, ça va un petit peu changer, on va ouvrir un peu, ils vont nous parler, en fait, toutes les catégories de 10, etc. Voilà. Eh bien, voilà ce qu'on retrouve en fin de formation. C'est que non seulement ils s'attendent toujours à les rencontrer, alors que durant leur stage, ils ne les ont pas rencontrés, mais seulement, vous voyez, en rouge, c'est ceux où c'est significatif, il y a une différence significative. La formation a un effet très important, c'est qu'ils s'attendent encore plus à rencontrer des enfants sourds, des enfants avec une déficience intellectuelle ou des enfants aveugles. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça veut dire que la formation, et là on voit en fait la notion que Kate mettait en évidence par rapport au handicap visible, la formation dispensée renforce une représentation prototypique, à savoir qu'on se dit quels sont les exemplaires les plus représentatifs de ce que c'est le handicap. Eh bien en fait on se retrouve, ça petit clin d'œil, c'est une photo que j'avais décomposée, que j'ai pris à la gare de Lyon, c'est le panneau qui annonce les services pour personnes en situation de handicap. Donc on n'est pas très loin de ça. Mais ça pose vraiment beaucoup de questions, parce que cette formation où on nous dit qu'il faut mettre en évidence l'intégration, etc., eh bien, se fait là-dessus. Petite devinette, quelle est la spécialité des formateurs et des formatrices qui intervenaient dans cette sensibilisation? Eh bien, vous les retrouvez présentés avec ces petits logos. Là, c'est un tableau, c'est juste pour montrer que j'ai fait les choses très sérieusement, que c'est des statistiques, etc. Mais j'ai mis à droite ce qu'on appellerait, en bon suisse, un trouillomètre. C'est ce qui va mesurer la trouille des étudiants. Donc, on leur pose la question, quels élèves vous attendez-vous à rencontrer dans votre classe? Ça, c'est une première chose. Et puis, les situations que vous appréhendez le plus, et on croise les deux choses. Et on se rend compte que plus on s'attend à rencontrer des enfants autistes, plus on a peur de les rencontrer. Même chose pour la déficience intellectuelle, la cécité, la surdité. Moins pour le handicap moteur, pas simplement, on s'attend quand même moins à les rencontrer. Et puis la dyslexie, dysorthographie, fait pas peur simplement. Et en plus, vous avez vu qu'elle est en dernière. Donc les futurs enseignants, ils se redoutent d'autant plus une situation qu'ils s'attendent à la rencontrer dans leur future pratique. Donc une formation, et c'est d'autant plus le cas pour l'autisme, donc une formation qui va mettre l'accent sur des élèves que par ailleurs ils ne rencontrent pas dans leur pratique, mais dont ils redoutent la présence parce qu'ils ne savent pas comment ils vont travailler avec, va aller à effet contraire de ce que on voudrait en fait en termes d'ouverture, d'attitude. Je pense à toutes les études, on ne les compte plus, que Forlin et son équipe ont organisées sur les attitudes favorables. Eh bien, disons que c'est intéressant de voir que quand on met en place la formation qui ne rencontre pas la pratique, ça ne marche pas. Je finis là-dessus, deux manières d'envisager la formation, puis il faut plutôt penser ça pas ou, mais inscrit dans une tension. Est-ce qu'on s'inscrit dans une perspective individuelle qui viserait à sensibiliser prioritairement les enseignants aux besoins éducatifs des élèves en situation de handicap, à analyser les difficultés rencontrées comme la résultante d'un trouble, d'un déficit propre à l'enfant, les amener à adapter systématiquement leur enseignement pour les élèves identifiés comme déficitaires. Et puis, en fin de compte, et je reviens avec le titre de cette conférence, une école inclusive pour les élèves en situation de handicap. Ou bien, autre tension, on va plus dans une... Et là, vous voyez la petite flèche, on va former les enseignants à identifier celui qui ne va pas bien et qui a un risque. Les EHDA, si on prend la définition qu'on retrouve souvent, par exemple, au Québec. Les élèves à besoins éducatifs, etc., etc. Donc la diversité, dans ce cas-là, elle est réduite aux situations les plus exceptionnelles, et vous avez vu le résultat que ça donne au niveau de la formation. Ou bien, on envisage ça dans une perspective socio-environnementale qui vise à sensibiliser les enseignants aux besoins tant particuliers que partagés de tous les enfants. Chacun, disait Giuseppe Apollinaire, a le droit d'être comme tous les autres, comme certains autres et comme personne d'autre. Analyser les difficultés rencontrées comme la résultante d'une interaction de facteurs tant individuels, endogènes qu'exogènes,
Et du coup, ça nous amène à dire que d'abord, on doit amener les enseignants à rendre leur enseignement accessible à tous les élèves en différenciant pour tous, en aménageant pour un petit groupe, pour les élèves plus à risque, et parfois en adaptant les pratiques selon les situations. Or, ce qu'on constate, c'est que généralement, les gens finissent par, c'est le plus facile, adapter les pratiques. Comme ça, il n'y a pas besoin de poser des exigences pour chacun, et puis on laisse tomber en fait un certain nombre d'élèves. Est-ce qu'on vise une école inclusive pour tous, en fin de compte? Et puis à ce moment-là, les manifestations de la diversité sont considérées comme la norme étant, comme le rappelait au début une conférencière, une courbe de Gauss qui prend les deux extrêmes. Donc ne pas focaliser la formation, puisqu'on devait faire des recommandations, sur la formation sur une seule catégorie d'élèves, partir d'une sensibilisation à la diversité des élèves, au développement de compétences, et c'est ça, c'est pas seulement sensibiliser, c'est vraiment développer des compétences pour les prendre en compte dans son enseignement. Et puis j'insiste là-dessus, c'est mettre l'accent sur les stages et ce qui se passe dans les établissements, sur la collaboration aussi avec les autres professionnels et les parents. Et c'est vraiment important au niveau de la formation, qu'elle soit certes dans l'université, mais qu'elle soit aussi dans les établissements, raison pour laquelle moi j'ai un pied dans l'université et un autre pied dans les établissements scolaires. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge.